Et je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans l'invité. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, nous parlons du Bénin, les attentes du parti politique Les Démocrates pour cette année 2024. Et pour en parler ce soir, Francis Avogri-Moncho, vous êtes le directeur de campagne du parti Les Démocrates. Vous êtes également le porte-parole du parti. Bonsoir Francis et bienvenue. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci de nous accueillir. Et c'est avec plaisir que nous répondons à votre invitation parce que la chaîne nous permet, les médias nous permettent au moins de nous faire entendre auprès de notre population et auprès de la communauté internationale. Donc merci de cette invitation. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour parler de l'actualité au Bénin, aussi de votre parti politique, les démocrates. Nous sommes en début d'une nouvelle année, 2024. Comment abordez-vous cette nouvelle année quand on sait qu'elle sera une année très importante, très charnière dans la marche vers les prochaines grandes élections qui auront lieu à partir de 2026 ou au cours de l'année 2026 au Bénin? D'entame, je voudrais profiter pour souhaiter, au nom du Parti Les Démocrates, au nom personnel de son président, nos meilleurs vœux à tous nos militants, à tous les spectateurs de New World TV, mais aussi à tout le peuple béninois. Le président me charge de leur souhaiter une merveilleuse année, une année de paix et de consécration. Et pour revenir à votre question, vous savez, nous avons commencé l'année avec des défis majeurs. Celle qui est terminée, ça n'a pas été aisé, avec tous les rebondissements que vous saviez. Aujourd'hui, nous avons commencé 2024 avec abnégation, travail et surtout foi en l'avenir. Parce que la Cour constitutionnelle a annoncé les couleurs, l'Assemblée nationale va y suivre, ils ont rejeté notre loi d'amnistie. Nous en parlerons tout à l'heure. Justement, mais nous sommes confiants. Et nous, c'est le travail, c'est le terrain, remobiliser la base pour atteindre nos objectifs. Parce que nul ne désignera nommera le président du Bénin en 2026. Ce serait au peuple, et seulement au peuple, de faire élire le président en 2026. Et ça a toujours été le cas au Bénin, à ce que je sache. En 2021, ça n'a pas été le cas. Le président Talon n'a pas été nommé, il a été élu. Il s'est renommé tout seul. C'est un match amical entre lui et ses amis. N'est-ce pas là un discours d'homme politique, juste parce qu'on n'est pas au pouvoir? Mais non, les faits sont là. On dit que l'autre s'est nommé. Comment un président se nomme-t-il? Lorsque le président, il contrôle toutes les institutions, lorsqu'il empêche l'opposition de participer aux élections, lorsque on gouverne par l'exclusion, par la terreur, et qu'on emprisonne tous ceux qui sont candidats face à toi, et qu'on ne laisse se jouer un match amical en talon contre talon. C'est ce qui a été fait en 2021. Et nous avons la preuve. Et je souhaite d'ailleurs une bonne et heureuse année, malgré là où ils sont, aux prisonniers politiques, Mme Rikia Madougou, mon ami et frère Joël Aïbor, et tous ceux dont j'ai oublié. Donc, il s'est fait nommer tout seul à sa propre succession. Donc, en 2026, il n'y aura ni de mandat de troisième mandat, ni de mandat déguisé, troisième mandat déguisé, et nul n'a le droit de nommer le successeur à la tête de notre État. Ce sera au peuple de désigner le prochain président. Et nous travaillons à ça. Ok. Alors, c'est dans cet état d'esprit que vous abordez l'année 2024. Si je comprends bien, quels seront donc les défis majeurs que vous devez relever au cours de cette année? Quel est votre agenda politique pour 2024? Pour 2024, l'agenda politique majeur, c'est de remobiliser toute notre base.
Et ça passe par l'étoffement de nos coordinations de villages en prenant par les arrondissements, les communes, jusqu'au département et aux circonscriptions électorales. Donc, ça, c'est le travail titanesque qui nous attend à faire, les recenser et leur permettre nous permettre d'avoir une visibilité claire et nette avant l'année 2025. Donc c'est ça l'agenda majeur. Mais en face, il y a également toutes les lois qui doivent rentrer à l'Assemblée nationale. Il va falloir que nous puissions travailler de concert pour pouvoir apporter un plus par rapport à la mandature, la 8e mandature, qui ne votait que les yeux fermés et tout. Et là, il y a un problème de constitution, une épée de Damoclès qu'on brandit sur notre tête, mais nous sommes sereins. Et vous avez vu l'Assemblée et la Cour constitutionnelle qui participe à des réunions inter-institutions et où on parle de la Constitution et de l'État de la nation. Et ce qui est interdit, c'est du parjure que fait la Cour constitutionnelle. C'est l'article 7 de la loi organique qui permet l'installation de la Cour constitutionnelle, l'interdit formellement. Mais chez nous, au Bénin, étant donné que c'est eux qui sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Donc, il y a tous ces défis qui nous attendent. On se prépare avec les experts, les consultants. Et l'équipe dirigeante, en tête son président, et les vice-présidents, le président du groupe parlementaire, le chef de file de l'opposition, qui est jusqu'à présent, on dit que c'est le premier vice-président du parti. Et ils travaillent de concert, d'arrache-pied, pour pouvoir affronter tout ce déluge qui doit arriver en qui est là déjà en 2024. Donc, okay. Nous nous préparons. Ok, alors vous aviez évoqué tout à l'heure cette affaire de constitution, nous allons l'aborder tout à l'heure, mais bien avant cela, votre parti a déjà soulevé certaines questions, parmi lesquelles la révision du fichier électoral. La question du fichier électoral a été au cœur de vos préoccupations tout au long de l'année 2023. Le président Yahya Boni, l'ex-président béninois et président du parti et les démocrates, a rencontré le président Talon à ce propos. Où en êtes-vous aujourd'hui avec le fichier électoral au Bénin? Au fait, lors de cette rencontre, nous avons demandé l'audit du fichier électoral. Vous savez, la question électorale dans nos petits États est cruciale. Elle est tellement cruciale que si on la laisse seulement dans les mains d'un chef d'État, ça crée tout ce qui se passe dans la sous-région aujourd'hui. Si vous allez au Mali, au Burkina, en Guinée, au Niger, c'est la question électorale qui a ramené des coups d'État dans ces pays-là. Donc, on ne peut pas laisser... Certaines, c'est des questions de sécurité. Non, c'est pas nécessairement ça. En fait, c'est la question électorale parce que si on n'a pas le temps, sinon on allait rentrer dans les détails. Ce qui se passe en réalité, c'est que chez nous, il y a le président de la République et son nommé, et le président de l'ANIP, qui est un Rwandais. Ce sont eux seulement qui gèrent le fichier électoral. D'accord? Donc, nous, on n'était pas d'accord. On est allé le voir, il nous a dit, OK, qu'il nous donne le quitus pour pouvoir mettre sur pied les experts pour pouvoir auditer. Maintenant, nous avons mis le comité sur pied. Le comité qui doit auditer, il est mis sur pied. Nous attendons le OK du gouvernement et ils iront faire leur travail. Mais concurremment, il y a aussi le code électoral. Il y a le code électoral. Parce que, je prends un exemple. Dans notre code électoral, aujourd'hui, à chaque élection, pratiquement depuis les années 90 où nous avons abordé la démocratie, le code électoral a toujours été toiletté à l'approche des élections. C'est normal. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une parité. C'est-à-dire que le gouvernement a 81 députés. Or, il faut une majorité simple pour toiletter les lois
à l'Assemblée, dans le code électoral. Donc ça veut dire quoi? Nous, notre crainte, c'est qu'ils aillent mettre ce qu'ils veulent dans le code électoral et que ça soit validé et que ça corse encore un peu plus et crée des trucs de tension. Donc nous, notre parti souhaite, comme ça se fait dans d'autres démocraties, que sur des questions aussi sensibles, qu'on mette sur pied, non seulement que ça ne se règle pas seulement à l'Assemblée nationale, mais que ça se règle avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire à une élection. C'est-à-dire que les partis de la mouvance, les partis de l'opposition, la société civile et même le clergé. Donc on met sur pied une commission mixte paritaire où on discute et on propose. Cette proposition va maintenant à l'Assemblée nationale et c'est un consensus qui a été trouvé. Donc ce serait validé pour des élections apaisées. Alors, vous abordez juste la question, on va aller donc dans votre sens. Oui. À la fin de l'année 2023, le président de l'Assemblée nationale avait fait une déclaration qui aujourd'hui suscite beaucoup de réactions dans la classe politique et dans l'opinion au Bénin. C'est cette déclaration concernant une possible révision du système de façon générale. Vous craignez une révision de la Constitution. Qu'est-ce qui vous fait tant peur dans cette affaire? Il disait qu'il fallait une refonte totale du système et cela a suscité des réactions. Il parlait de ceux qui étaient là, des chefs d'institution qu'il appelait comme étant constituants, ce qu'il appelle une assemblée constituante. Et vous réagissez. Vous saviez, sauf respect, vous savez, je vais être un peu truc. Moi, j'invite le président de l'Assemblée nationale à aller prendre la route au Robert et à voir la définition d'une assemblée constituante. Et ensuite, à aller plus loin pour voir ce qu'on appelle une refonte totale du système. Ça veut dire quoi? Soit c'est une révision de la Constitution, soit c'est une réécriture de la Constitution. Ça veut dire ça serait une nouvelle Constitution. Est-ce que cela est un problème en soi? C'est un problème en soi parce qu'il n'a pas autorité à décider de qui vont composer l'Assemblée, la Constituante, ni de réviser. Même si c'est une prérogative de l'Assemblée nationale comme du gouvernement, et surtout du président de la République, réviser une constitution, c'est de commun accord qu'on décide de la réviser. Et c'est à l'Assemblée nationale que le débat a lieu. Ce n'est pas avec les institutions. Donc ceux-là ne sont même pas dans leurs droits. Je me demande des fois, nous sommes dans quelle République? Et c'est dangereux pour la démocratie. Vous savez, voilà une réunion où il y a toutes les franges de la mouvance, mais aucune frange de l'opposition n'a été présente à cette réunion. C'est avec les responsables des institutions. Oui, nous sommes d'accord. Mais le président de l'Assemblée nationale, on a vu le président de l'Assemblée nationale là-bas avec des députés qui ne sont pas présidents d'institutions. Dans cette vidéo qui a circulé, il y a le rapporteur, j'ai dit le rapporteur, le président de la commission des finances qui était présent. On a vu des collaborateurs de présidents d'institutions qui étaient présents. Donc, pourquoi? Le chef de file de l'opposition, aujourd'hui, a été institutionnalisé chez nous, par la loi. Et nous sommes aujourd'hui le parti d'opposition et donc chef de file de l'opposition. Mais on n'a pas été convoqué. D'ailleurs, ça nous fait, c'est même mieux qu'on ne soit pas invité à cette rencontre. Et ça nous dédouane parce qu'on ne veut pas tomber dans le jeu de comploter et derrière le peuple. Le peuple ne veut pas de ça. Le peuple tient à sa constitution. Pour vous, il n'y a pas question de revoir la constitution du Bénin? C'est hors de question. Pourquoi? Vous savez, ça fait... Est-ce qu'il n'y a pas des choses à mettre à jour, peut-être? On n'a pas besoin de réviser la constitution. Hein? On n'a pas du tout besoin de réviser la constitution. Et on veut toiletter le code électoral. On n'a pas besoin de réviser la constitution. Et pour ça aussi, pour le faire, ils ont la majorité. Mais ils ont la majorité. C'est pour ça que nous appelons à une commission mixte paritaire. Parce que les affaires d'élection en Afrique, dans des petits pays comme les nôtres, l'Afrique francophone, elle est tellement cruciale que laisser ça dans les mains d'une mouvance, seulement une mouvance, c'est dangereux. Ça entraîne toutes les insécurités possibles. C'est une gangrène de laisser cette affaire dans la main de la mouvance. Donc nous, on veut une commission mixte paritaire. Nous sommes 7 chefs de file de l'opposition, mais il y a d'autres partis de l'opposition qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale et qui ont droit au débat. Donc, si on va le faire seulement à l'Assemblée nationale, ça veut dire que ceux-là ne prendront pas part à ce débat, alors qu'ils sont
Les partis animent la vie politique. Et une élection, c'est l'animation de la vie politique. Alors, dans l'interprétation de cette déclaration, certains pensent qu'il s'agit d'une volonté du gouvernement de permettre au président Patrice Talon de briguer un troisième mandat. Doutez-vous de la parole donnée par Patrice Talon de ne pas faire plus que ce qu'il fait actuellement en matière de mandat? Moi, je doutais un petit mot. Hein. Quelqu'un qui a dit... Vous faites plus que douter? Oh oui. Quelqu'un qui a prêté serment qu'il ferait un mandat unique. D'accord? Un mandat unique, il espérait que ce soit 7 ans, mais finalement, il a prêté serment sur un mandat de 5 ans. De 5 ans, oui, espérant de changer la Constitution pour faire 7 ans. Il a eu l'occasion de changer la Constitution. Il n'a pas pu le faire. Ah si? Il n'a pas pu changer le mandat. Il a fait en 2019. Mais il n'a pas changé le mandat, la durée du mandat. Pourquoi il ne l'a pas fait en ce moment? C'est ça les bonnes questions qu'il faut se poser. Il avait l'occasion de le faire. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait faire son 2 mandats et aujourd'hui il fait un 3e mandat. Donc tout ce qu'il fait... Il est actuellement dans son 2e mandat. Dernier. Oui. C'est son 2e et dernier mandat. Et il le rassure, c'est son dernier mandat. De quoi doutez-vous finalement? Non, vous savez, il faudrait qu'il se rassure d'abord lui-même, le président de la République. Parce qu'il ne se rassure pas. C'est une gouvernance depuis le 2016 qui est faite de mensonges, d'exclusion et de terreur. C'est-à-dire l'exclusion sur tous les plans. Politique, économique, juridique, social en plus. Donc, vous voulez faire confiance à qui dans cette affaire? Celui qui dit qu'il veut faire un mandat, qui dit qu'il la vise, il fait un second mandat, et aujourd'hui, court réunir les institutions pour leur demander de se constituer en constituante pour réviser notre constitution ou bien écrire une nouvelle constitution. Ce n'est pas en eux qu'on va faire confiance. D'ailleurs, l'opposition n'est pas là pour faire confiance à la mouvance. Il faudrait que les trucs soient assez clairs. Nous sommes là pour conquérir le pouvoir, nous sommes là pour le mieux-être de la population, et c'est ça, on s'attelle à ça. La population ne veut pas de révision de la Constitution ni de nouvelle Constitution. Donc, la Constitution a été tellement bonne et parfaite, d'accord, qu'elle a été votée nuitamment et qu'elle a été promulguée le lendemain. C'est-à-dire que près de 300 bons articles ont été validés par la Cour constitutionnelle en moins de 24 heures et promulgués par le président en moins de 24 heures. Donc, pourquoi la changer aujourd'hui? Et si on se rend compte qu'il y a des insuffisances, pourquoi pas? Mais ça n'a pas d'insuffisance. Et si ça a des insuffisances, ça veut dire que ceux qui l'ont fait à la va-vite, sincèrement, il faudrait qu'ils aillent se questionner. Parce que leur rôle, ils sont payés pour prendre le temps d'analyser, de décrypter une constitution. C'est ça qui permet le vivre ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? L'avocat personnel du président qui était à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'il a eu à faire? C'est dangereux de faire promulguer, de faire valider une constitution révisée en moins de 24 heures et de refaire la même chose, de faire promulguer, même le code électoral. Il a été voté le 13. Il rentre à la Cour constitutionnelle, il va au gouvernement le 14. Le gouvernement l'envoie le 14 en même temps au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle le valide conforme à la Constitution le 15. Le 14. Au soir, la Cour constitutionnelle a déjà validé conforme à la Constitution. Et le 15, le président le promulgue, ce code électoral. Donc, vous voulez nous dire qu'ils ont fait quoi? Donc, ça veut dire que ceux-là sont dans un schéma. Et le schéma du 3e mandat, ça veut dire que toutes les coquilles qu'ils ont laissées dans le code électoral comme dans la Constitution, ils l'ont fait à dessein. Donc, ils attendaient l'occasion pour le sortir et pouvoir dire, voilà, on a touché à ça, il faut toucher à la Constitution, on passe à une nouvelle république, tout le compteur est à zéro, et le président sortant, il a la possibilité de se présenter à nouveau. Il n'a pas la possibilité, il va forcer. Comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, comme ça a été le cas en Guinée et Conakry, d'accord? Comme ça se préparait au Mali. C'est ça le problème de l'Afrique francophone. D'accord? Surtout l'Afrique de l'Ouest francophone, nous avons ce problème de mégalomanie, de l'ivresse du pouvoir de nos dirigeants qui amène à une insécurité totale dans nos pays. Et des fois, l'armée, il faut condamner les coups d'État. Mais l'armée prend ses responsabilités. Mais nous ne voulons pas que l'armée aille faire un coup d'État chez nous. Nous, on a tourné la page au coup d'État depuis les années 70-80. Donc aujourd'hui, nous avons depuis 80 une démocratie, qu'eux, ils sont arrivés méthodiquement, ils sont en train de détruire. D'accord? Ils détruisent toutes nos valeurs morales, ils détruisent toutes nos valeurs politiques, ils sont en train de tout détruire
pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Donc nous ne voulons pas de ça. Vous dites douter donc plus que douter d'ailleurs de la parole donnée par le chef de l'État, mais il a réitéré lors de sa dernière interview aux médias au Bénin, il est revenu sur cette affaire de mandat. Pour lui, c'est la fin, mais juste qu'il n'est pas encore l'heure de penser à la succession quand on lui posait la question par rapport au candidat qui lui succédera. Mais n'est-ce pas aussi une garantie, encore dans un passé très récent, qu'il donne pour dire qu'il est conscient de la situation, ce deuxième mandat sera son dernier? Que voulez-vous de plus, à part tout ce qu'il dit? Vous savez, celui qui fait confiance au président de la République, il est sûrement suicidaire. Parce que ceux-là n'ont aucun respect de la parole. Depuis 2016, nous assistons à un fourvoiement permanent de la parole. Elle n'a plus de valeur. C'est qu'elle est tellement tombée bas que poussière que même la bonne dame au marché vous dira qu'elle n'en a rien à foutre de la parole des chefs d'État africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Ils ne respectent absolument rien. Ils disent A, ils font exactement B. Voilà là où nous en sommes. Donc il faudrait que nous, sa parole ne nous intéresse pas. Nous, le problème, c'est que les tests, la constitution soit respectée et qu'on ne nous fasse pas un troisième mandat déguisé en nommant un dauphin, ou ce serait lui qui serait en train de continuer de faire la chose comme ça a été fait à la Poutine. Nous, on ne veut pas de ça. Je vous le dis en prenant compte de certaines réalités. Vous savez, pour aller aux élections présidentielles, il faut être parrainé. Chez nous. Oui. Le président a 77 maires et 81 députés. Donc, il a 158 parrains. Nous n'avons que 28. D'accord? Donc, si on fait la révision de la Constitution, si on laisse faire la révision de la Constitution, ça veut dire que le président est capable, à lui tout seul, de proposer déjà 8 candidats, de susciter 8 candidats. Et il va le faire et empêcher l'opposition d'y aller en disant, oui, qu'ils n'ont pas respecté tel article, qu'ils n'ont pas respecté telle chose. Autant respecter les articles, parce que vous avez déjà une vingtaine d'élus, vous pouvez avoir au moins 2 candidats aussi. Mais non, c'est 10%. Ça fait un candidat. Vous allez avoir un candidat. Ça fait un candidat. Résidus. Mais le vrai problème, c'est que lui, on l'a vu en 2021, il avait pratiquement tous les parrains, et il s'est octroyé à lui seul les 3 quarts, et il a donné à deux... comme on appelle permettez-moi le terme, 2 guignols, de se présenter face à lui, qui sont tous des appendices de la mouvance. Donc, il est capable de refaire la même chose. Donc, alors, nous, on ne veut pas de ça. Votre parti, les démocrates, a toujours voulu, et d'ailleurs proposé récemment, une loi d'amnistie pour certains prisonniers politiques, demande rejetée pour le président. C'est une demande qui est techniquement même impossible. Le président de la République, lors de sa sortie, s'est confondu à l'Assemblée nationale. Et il expliquait juste que c'était techniquement impossible. Et que vous le saviez, vous? Non, rien n'est techniquement impossible. La loi est rentrée à l'Assemblée nationale, elle va à la commission des lois, qui l'étudie et qui l'envoie en plénière, qu'elle soit validée ou pas. Donc, que le président vienne déjà dire que elle est techniquement irréalisable, c'est surtout ça, qu'elle ne peut pas être, elle peut pas prospérer. Et avant ça, il a eu à dire publiquement, lors d'une émission qu'elle nous a reçue, qu'il ne donnera pas sa caution pour une loi d'amnistie, alors qu'il a 81 députés. Nous n'avons que 28. Vous voyez un député, dans notre sous-région, se lever et voter contre la discipline du président de la République, surtout qu'il est issu de ces partis. Ça arrive que des projets portés par la mouvance ne soient pas votés par la totalité des députés. Non, c'est du spectacle. Chez nous, tu le fais, tu te retrouves en asile, tu te retrouves en prison. Ne faites pas aussi passer le Bénin pour un pays au-delà de ce conseil. Le Bénin est quoi? Nous sommes dans une dictature, dans une autocratie. Parce que vous êtes dans l'opposition? Ce n'est pas une affaire d'opposition. C'est le président qui décide de tout. C'est lui qui se substitue à la justice, c'est lui qui se substitue à l'Assemblée nationale, c'est lui qui se substitue, d'accord, à toutes les institutions de contre-pouvoir. Même à la presse, c'est encore lui. Les médias, c'est encore lui. Dans ça, nous sommes. Et il va falloir que votre rôle
est de révéler ce qui se passe dans notre pays. C'est le rôle du journaliste. Le pouvoir, le journalisme, les médias sont en réalité, dans toute démocratie, le premier des pouvoirs. C'est vous qui faites et c'est vous qui allez défaire les hommes politiques. Mais vous ne jouez pas votre rôle. Excusez-moi. Chez nous, quand même, ils ne jouent pas leur rôle. Donc, nous voulons que ce soit ce pouvoir-là qui puisse vraiment faire le travail. Donc, non, nous ne sommes pas à faire confiance à qui que ce soit. Nous travaillons à conquérir le pouvoir. Alors, sur la question de cette loi d'amnistie, tout espoir est-il déjà perdu? Non. Que reste-t-il à faire? Elle va venir en plénière. Et nous allons l'introduire. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'est pas possible que les députés de la mouvance votent pour une telle loi. Ce n'est pas le problème. Elle viendra en plénière. Nous allons l'introduire autant de fois qu'il faut, cette loi. S'ils veulent la modifier, ils ont le temps en plénière de pouvoir amender cette loi. S'ils ne veulent pas, ils vont la voter. Ils vont pas la voter. Ils ont la majorité. Mais le peuple est témoin et le peuple voit. Parce que nous travaillons au vivre ensemble. Aujourd'hui, notre pays est carrément divisé. Il y a deux bords qui s'affrontent. La minorité qui s'est accaparée de toute l'économie du pays et la majorité qu'on veut esclavagiser. C'est ce qui se passe dans notre pays. Et un chef suprême, le président de la République. Donc nous, on va l'introduire. Là, ça a été rejeté à la commission des lois, mais on va l'introduire encore, on va l'introduire en plénière pour qu'il y ait débat. Si c'est voté ou c'est pas voté, on va les réintroduire autant de fois qu'il faut. Jusqu'à ce que nous puissions avoir la majorité à l'Assemblée nationale et que nous puissions faire ces trucs-là. C'est triste à le dire parce que nos compatriotes, je ne dis pas nos camarades, je dis nos compatriotes, sont en prison, d'accord, pour des faits fallacieux. Des faits très graves selon le camp présidentiel. Des faits fallacieux. En tout cas, nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Le temps ne nous permettra pas d'aller au fond de ce dossier. Peut-être on en parlera une autre fois. Un mot de fin, puisque nous sommes pratiquement à la fin du temps imparti pour cette émission. D'accord. Merci. Vous savez, par ma voix, nous tenons à remercier Son Excellence le Président de la République togolaise pour sa diplomatie au service du règlement des crises et qui ressurgissent dans la sous-région, notamment la libération de la femme et du fils de l'ex-président nigérien, Bazoum. Oui, du fils de Mohamed Bazoum, Salem Bazoum. Voilà. Par ma voix, le Parti des démocrates le remercie pour cette diplomatie. Et nous en appelons à ce que la CEDEAO ne soit pas une CEDEAO des présidents, un syndicat des présidents. Nous voulons que cette CEDEAO soit une CEDEAO des peuples. Nous appelons à cela. Nous appelons à la paix entre les nations, à la solidarité entre les nations, entre l'entraide entre les nations. Grâce au président togolais et à sa diplomatie, il a offert une façade maritime à tous les pays de l'Interland. Nous saluons cette bravoure, ce courage qu'il a eu à faire. Et c'est un bon message qu'il envoie au niveau de la CEDEAO pour dire les peuples avant le pouvoir. C'est nous, c'est le peuple d'abord et nous ensuite. Donc nous l'encourageons à continuer dans cette diplomatie et nous invitons la CEDEAO, l'Union africaine et toutes les institutions à venir voir ce qui se prépare au Bénin. Nous les invitons à venir voir ce qui se prépare au Bénin. C'est important. Et il va falloir qu'ils descendent pour voir. Parce que nous, on a alerté l'opinion publique nationale comme internationale et toutes les institutions du monde pour venir voir ce qui se prépare. C'est encore une exclusion qui se prépare, c'est encore des tueries qui se préparent. Nous ne voulons pas ça. Je profite également pour remercier nos 28 députés. Je leur souhaite beaucoup de courage, je leur souhaite beaucoup de combativité, une santé de fer robuste et qu'ils résistent à la tentation, qu'ils résistent à toutes les sortes de menaces, parce que le peuple en saurait gré. Le peuple est derrière vous, chers camarades de lutte. Vous, les 28, vous êtes l'espoir du peuple. Travaillez,
ne relâchez pas, ayez la foi et on vaincra en 2026. Merci beaucoup Merci. à vous. Francis Avogri-Moncho, vous êtes le directeur adjoint de campagne et le porte-parole du parti Les Démocrates du Bénin. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour le plateau de Regards Croisés.